Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Philippe Sands. Bonjour, je suis ravi d'être chez vous. Mais moi aussi, je suis heureux de vous revoir. Vous êtes écrivain, vous êtes avocat franco-britannique. En fait, je vous regarde, je me dis qu'il y a peu de monde autant dans l'actualité, au cœur de l'actualité que vous. Vous êtes l'avocat de la Palestine sur la question de la colonisation. Vous publiez un roman graphique, Retour à Lemberg, en compagnie de Jean-Christophe Camus et Christophe Picot. On va en parler. C'est aux éditions Delcourt. C'est donc la transposition de ce récit qui m'avait énormément plu, où il est question donc de l'invention de la notion juridique de génocide, de crime contre l'humanité. C'est à la fois un livre de réflexion sur le droit international, mais c'est aussi une réflexion sur votre famille. Et tout cela se déroule dans une ville qui s'appela Lemberg et qui s'appelle Lviv, qui est donc au cœur de l'actualité, puisque celle-ci se situe en Ukraine. Et puis enfin, Philippe Sands, vous revenez d'Harvard, vous avez enseigné 6 semaines à Harvard le droit. On vient d'évoquer cette question donc des manifestations pro-palestiniennes et la question donc de savoir où s'arrêtait la liberté d'expression, où commençait la question de l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, là-bas ? J'ai passé 6 semaines, 5-6 semaines aux États-Unis. J'enseigne une fois chaque année là-bas. Et cette année, j'ai fait 2 cours. Le planning, c'était il y a assez longtemps. Un cours sur Retour à Lemberg, sur les relations entre génocide et crimes contre l'humanité. On avait préparé ça avant les événements atroces du 7 octobre dernier. Et c'était un cours où d'habitude j'ai 25-30 étudiants. Là, il y avait tellement de demandes, plus de 100 personnes qui voulaient s'inscrire, qu'on a augmenté le chiffre d'étudiants. On était une quarantaine, mais il y avait de toutes perspectives. Il y avait des Palestiniens, il y avait des musulmans, il y avait des Juifs, il y avait des Israéliens, il y avait des Américains, il y avait de tout. Et c'était, comme on dit en anglais, fébrile. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Mais on a réussi, dans nos cours, à vraiment avoir des discussions sur le fond. C'est-à-dire, c'est quoi exactement le génocide, crime contre l'humanité, c'est quoi, quelles sont les relations. Et on est allé jusqu'au moment de discuter l'affaire introduite par l'Afrique du Sud contre l'Israël, qui réclame une décision de la Cour internationale que ce qui se passe au Gaza peut se décrire comme un génocide. Je ne suis pas conseil dans cette affaire, je suis conseil dans une affaire parallèle sur la légalité de l'occupation ou l'illégalité de l'occupation des territoires palestiniens, Jérusalem de l'Est, etc. C'était complexe, mais je dois le dire, dans mes cours et à Harvard, je n'ai pas vu ce sorte d'antisémitisme un peu partout. Ce que j'ai vu, c'est des réflexions de toute direction, des critiques de Hamas, des critiques de l'Israël, mais j'ai pas vu l'islamophobie ou l'antisémitisme. C'était sur le fond toujours qu'on discutait. Mais alors, ce que les commentateurs évoquent, Philippe Sands, c'est par exemple le fait de dire que s'il s'agit de présenter le territoire aujourd'hui occupé à la fois par des Israéliens et par des Palestiniens comme étant un pays unique de la mer au Jourdain, eh bien cela, c'est une manière de nier l'existence d'Israël. Les deux côtés prennent les mêmes termes. Monsieur Netanyahou aussi a évoqué cette expression en anglais « from the river to the sea », de la rivière à la mer. L'autre côté le fait aussi. Pour moi, personnellement, je dois dire, pour moi, c'est pas une expression anti-palestinien, c'est pas une expression antisémite, c'est une expression qui veut indiquer qu'il y a des choses qui se passent où les deux côtés ne sont pas contents de l'autre côté. Et pour être très clair, pour moi, personnellement, je suis juif, mais je suis aussi conseil pour la Palestine dans une des plusieurs affaires seulement. Simplement de critiquer ce que fait un pays, c'est pas d'être antisémite. Moi, j'étais non, par ça, exemple... Personne ne le dit. Non, il y a des gens qui le disent, et j'ai vraiment du mal à y convaincre. Là, c'est plutôt ma culture peut-être anglo-saxon. Je suis très souvent conseil contre le Royaume-Uni, par exemple, dans une affaire en ce moment pour l'île Maurice, contre le Royaume-Uni sur les îles du Chagos dans l'océan Indien. D'être contre le Royaume-Uni, c'est pas d'être anti-britannique, c'est clair que je ne le suis pas. D'agir
en 95, comme je l'ai fait pour les îles du Pacifique, contre la France, pour les essais nucléaires, c'est pas d'être anti-français, c'est être pour l'état de droit, c'est tout. On va revenir justement sur ces différentes questions parce qu'elles sont au cœur de Retour à Lemberg, qui est un très beau récit extrêmement touchant. Philippe Sands, et il faut que vous nous expliquiez comment votre histoire personnelle, celle de votre famille, croise la grande histoire avec sa grande H. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette ville de Lemberg qui est aujourd'hui en Ukraine, mais qui a changé de nationalité à différentes reprises et où se sont forgées des notions qui sont au cœur encore de l'actualité, les notions de génocide et de crimes contre l'humanité. Voilà, je reçois une invitation en 2010 pour donner une conférence sur les affaires dont je participe sur les génocides, crimes contre l'humanité, de partir à Lviv. J'apprends que Lviv, c'est Lemberg, retour à Lemberg, et c'est là où est né mon grand-père en 1904. Je connaissais rien de cette histoire de cette ville. J'accepte l'invitation, je prépare ma conférence. Et qu'est-ce que je découvre? Que les deux hommes qui ont inventé les termes crime contre l'humanité et génocide en 1945 sont issus de cette ville. Et je raconte l'histoire de ces deux hommes, la création de ces deux concepts. C'était un moment, entre 2010 et 2016, quand le livre a été publié, où génocide n'était pas tout le temps dans la radio, à la télévision, dans les médias, mais là, ça existe. Et on voit maintenant que ce terme génocide et crime contre l'humanité, ça joue un rôle très important dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Et il faut toujours, à mon avis, revenir sur les origines de ces termes pour comprendre un peu la direction. Et justement, c'est ce que fait donc ce roman graphique, Retour à Lemberg, de manière très pédagogique. Vous revenez avec vos deux co-auteurs sur la manière dont on peut définir ce qu'est un génocide, ce qu'est un crime contre l'humanité. Et tout d'abord, quelle différence il y a, Philippe Sands, entre ces deux notions? Mais d'abord, je voudrais juste remercier là très ouvertement mes deux collègues qui ont pris contact avec moi il y a 3-4 ans et qui ont travaillé depuis 3 ans sur ce projet incroyable, Jean-Christophe Camus et Christophe Picot, qui ont préparé une bande dessinée. Pour moi, en Angleterre, les bandes dessinées, ça ne joue pas un grand rôle, mais je sais que dans le monde francophone, c'est important pour expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé en 1945 et quelles sont aujourd'hui les implications de ces concepts. Différence très simple, crime contre l'humanité vise la protection des individus. C'est l'idée d'un juriste polonais juif, Hersch Lauterpacht. Par contre, génocide vise la protection des groupes. Et c'est l'idée d'un autre polonais juif, Raphaël Lemkin, les deux hommes issus de cette ville aujourd'hui ukrainienne, Lviv, Lemberg. C'est la différence entre les deux, l'individu et le groupe. Mais alors justement, pourquoi Raphaël Lemkin et Hersch Lauterpacht ont été conduits avec un autre protagoniste, hélas, Hans Frank, à forger ces notions? Alors, ils vivaient dans une ville qui, entre 1914 et 1920, a changé de main 5-6 fois. Ils ont vu, entre les communautés différentes de cette ville, de Lemberg, Lviv, Lvov, des Ukrainiens, des Polonais, des Juifs, des Arméniens, des différends entre les communautés. Et donc, ils se sont posé la question, comment est-ce que le droit international peut jouer un rôle à protéger l'être humain? Et ils sont arrivés à des résultats différents. Pour Lauterpacht, l'essentiel, c'est de protéger tout être humain simplement parce que ce sont des êtres humains. Alors chaque être humain, chaque individu a des droits minimums en droit international d'être protégé. C'est l'idée de Hersch Lauterpacht. Raphaël Lemkin dit non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les gens sont attaqués, pas parce qu'ils ont fait quelque chose individuellement, mais parce qu'ils font partie d'un groupe. De tel et tel groupe se fait attaquer à un certain moment, et donc pour protéger l'individu, il faut protéger les groupes dont cet individu fait partie. C'est une logique différente. Lauterpacht dit absolument pas, il ne faut pas prendre cette direction, parce que si on prend la direction des protections des groupes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le tyrannie des États
avec le tyrannie des groupes. Et donc il y a ce différend entre ces deux hommes qui continuent à jouer à nos jours, l'individu et le groupe. Il y a aussi une forme de désenchantement. Je lisais un extrait de cette plaidoirie que vous avez fait en faveur de la Palestine pour les questions donc de colonisation, et vous commenciez par dire que plus personne ne croyait en la justice internationale. Hélas, les notions forgées pendant la Seconde Guerre mondiale de génocide n'ont pas empêché le génocide des Juifs. Aujourd'hui, vous qui êtes un grand avocat international, vous dites que vous n'avez plus confiance dans cette justice internationale? Non, ça me change, je ne dis pas. Moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste, mais je vois ces questions... Votre plaidoirie pour la Palestine était très pessimiste. Je pense pas qu'il était trop pessimiste. En fait, ça a foncé sur la notion de l'autodétermination, le droit de toute communauté de déterminer pour soi-même son avenir. Pardonnez-moi, Philippe Sands, j'ai juste cité cette phrase qui m'a frappé. Personne dans cette grande salle de justice ne se fait d'illusions sur le droit international, mais c'est ce que nous avons. Ah, pour moi, ça c'est plutôt optimiste, c'est pas pessimiste. C'est une façon de dire, c'est un projet à long terme. Pour être clair, pour expliquer un peu. En 1945, jusqu'à 1945, la situation en droit international était très simple. L'État pouvait faire vis-à-vis ses citoyens tout ce que l'État voulait. Si l'État voulait tuer la moitié de sa population, le droit international disait, bon, vous avez le droit de le faire. Ce qui a changé en 1945, d'une partie des idées de l'Out-Pact et de Lemkin, qui ont vu le jour en 1945 et après à Paris en 1948, c'est non, ces jours sont finis. Le droit international limite ce que peuvent faire les États et protège les individus et les groupes. C'est un changement radical et révolutionnaire, mais ça prend du temps. C'est pas en 75 ans que tout va changer. C'est un projet vraiment à long terme. On se retrouve dans 20 minutes, puisqu'on a attendu 75 ans, pour évoquer la manière dont vous envisagez les notions de crimes de guerre et de génocide. Retour à Lemberg, c'est ce merveilleux roman graphique publié aux éditions Delcourt en compagnie de Jean-Christophe Camus et de Christophe Picot. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Retour à notre invité Philippe Sands, avocat franco-britannique spécialisé dans le droit international. Vous êtes notamment l'avocat de la Palestine. Votre récit Retour à Lemberg est publié aujourd'hui en bande dessinée grâce à Jean-Christophe Camus et Christophe Picot. C'est aux éditions Delcourt. Philippe Sands, qu'est-ce qu'ont changé ces notions juridiques de crime contre l'humanité et de génocide? Qu'est-ce que, depuis 1945, ces notions ont fabriqué? Inventé en 1945, rien s'est passé pendant 50 ans, jusqu'au moment des guerres en ex-Yougoslavie et au Rwanda, et tout a changé à ce moment-là. Et le génocide comme notion et crime contre l'humanité sont retournés dans nos vies. En 1998, à Rome, négociation du statut de la Cour pénale internationale, et depuis, on ne cesse pas de parler de génocide et crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que ça a changé? Il ne faut pas oublier qu'en 1993, il y a eu un procès contre la Bosnie et la Serbie, et la Cour internationale de justice a ordonné des mesures conservatoires contre la Serbie, de ne pas agir de telle et telle façon contre les règlements de la Convention contre le génocide. Et immédiatement après ça, on a eu les atrocités de Srebrenica. Alors, ça nous rappelle que, comme on parlait avant, il faut être réaliste sur les effets du droit. Mais ce que ça change, c'est que nous avons pour la première fois dans l'histoire l'idée que le pouvoir de l'État n'est pas absolu. Et ça, c'est important.
Il y a une inquiétude qui traverse les personnages au début de Retour à Lemberg, le récit comme la bande dessinée, la résurgence de l'antisémitisme, ou plus exactement la genèse du phénomène politique, puisque ceux-ci, dans les années 30, assistent à la montée du nazisme et les Juifs se demandent s'ils ont une chance d'en réchapper. Et puis on entendait, il y a quelques minutes dans les actualités, un Américain dire que finalement l'antisémitisme était de retour comme dans les années 30. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Sands? Regardez, là, je dois dire que je me trouve dans une situation assez complexe. Les années 30, ça joue un rôle très important dans ma vie. J'ai suivi la vie de mon grand-père qui a quitté l'Autriche pour venir en France et s'est sauvé à Paris. Il est arrivé en 39 et il a été protégé pour Léon Buchholz, mon grand-père. On pouvait rien dire contre la France parce que il a vu ce que la France a fait pour lui. Je me pose la question. Tous les Juifs présents en France à cette époque-là ne l'ont pas été. Non. Et lui, il a perdu plein d'amis, mais pour lui, il a arrivé à échapper le pire. Ma mère aussi, qui était, comme je le raconte dans le livre, un enfant caché à Meudon pendant 3 ou 4 ans, qui a été sauvé par des familles catholiques dans une situation très complexe et très difficile. Et donc, dans ma vie, je réfléchis beaucoup à ce qui se passe. Et je me pose la question, là, ce qui se passe en 2024, est-ce que c'est similaire? Et je dois dire, j'ai du mal à me dire oui, c'est similaire, c'est ce qui se passe. Et quand j'entends les gens dire oui, ce qui se passe aux États-Unis de nos jours, aujourd'hui à Columbia, à New York University, c'est comme les années 30 dans le nazisme, je dois dire, pour moi, c'est ridicule. Bon, c'est pas ce qui se passe. Oublions les universités américaines à Londres, puisque vous êtes londonien aussi, Philippe Sands. Il y a eu des manifestations islamistes, et ces manifestations islamistes étaient dotées, je ne dis pas la totalité des manifestants, bien sûr, mais certains avaient des slogans clairement antisémites. Un petit nombre, je pense, mais Londres en 2024, c'est pas Berlin en 1934, c'est clair. Et de évoquer cette idée, pour moi, c'est très troublant. Et surtout, ce qui est troublant, c'est l'idée de utiliser le Shoah, qui était, pour moi, bien sûr, quelque chose d'atroce et épouvantable, pour des objectifs politiques de nos jours aujourd'hui. Je vais vous dire très clairement, le moment où j'étais vraiment choqué, j'étais très choqué par ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Ces attaques sont absolument criminelles et il n'y a pas de justification pour ce qui s'est passé. Mais quand je vois quelques jours plus tard l'ambassadeur de l'Israël aller se trimballer aux Nations Unies en portant l'étoile jaune, l'étoile de David jaune sur son costume, j'étais vraiment choqué. Mon grand-père m'en a donné ces étoiles jaunes, j'en ai plein, je sais ce que ça veut dire. Et d'utiliser ce qui s'est passé aux années 30 pour obtenir ce résultat, ça me fait très mal. Bon, mais l'argument est réversible aussi, Philippe Sands. C'est-à-dire, on pourrait dire également que les adversaires politiques d'Israël, je ne parle pas de personnes antisémites, mais utilisent également le souvenir de la Shoah pour dire que ceux qui jadis en ont été victimes pourraient en être aujourd'hui les auteurs. Mais soyons clairs, c'est clair que l'antisémitisme aujourd'hui, ça existe et ça remonte. C'est clair. Il faut être très attentif à ce qui se passe. Et si les gens prennent des paroles antisémites, il faut répondre fortement à ça. Mais il y a aussi d'autres formes de xénophobie. On le voit un peu partout. Il y a l'islamophobie, il y a les anti-musulmans, on le voit un peu partout. On ne peut pas se prévaloir des turpitudes d'autrui pour excuser. L'islamophobie, c'est un fait, l'antisémitisme en est un autre. Ça existe. Les deux existent. Bien sûr, les deux existent, mais là, je ne vous parlais pas d'antisémitisme, je vous parlais d'arguments politiques, puisque la Palestine, c'est un État que vous représentez, Philippe Sands, puisque vous êtes avocat, et donc dans les États, on fait de la politique. Et le fait d'accuser Israël de génocide, c'est aussi une manière de faire de la politique internationale. Là, je dois être très clair. Moi, je participe dans une affaire devant la Cour internationale de justice. Je ne suis pas participant dans l'affaire de l'Afrique du Sud contre l'Israël. Je suis conseil
pour l'État de Palestine dans l'affaire qui a été posée devant la Cour par l'Assemblée générale des Nations unies en demandant la question sur l'autodétermination de la Palestine et la question de la légalité ou illégalité de l'occupation des territoires palestiniens par l'Israël. Alors c'est un aspect très particulier et c'est là où, dans ma capacité professionnelle, je mets l'accent. C'est l'Afrique du Sud qui a ouvert cette tentative contre l'Israël. Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud l'a fait? Bon, d'abord, il faut comprendre une chose. On a, en droit international, 3 grands crimes. Crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Et pour des raisons historiques, nous n'avons un seul moyen d'arriver devant la Cour internationale de justice, c'est de caractériser les crimes comme génocide. Crime de guerre, crime contre l'humanité, il n'y a pas droit d'accès à la Cour internationale de justice. Alors ce que l'Afrique du Sud a dû faire, c'est caractériser ce qui se passe en Gaza aujourd'hui, pas comme crime de guerre, pas comme crime contre l'humanité, mais crime de génocide pour arriver devant la Cour. Et donc, pour cette raison-là, l'Afrique du Sud a pris la direction qu'elle a prise. L'Israël a répondu, la Cour a donné 2 ordonnances en mesure conservatoire. Ils n'ont pas franchement fait grand-chose dans la première mesure conservatoire. Ils n'ont pas dit « Israël, vous devez arrêter ». Ils ont dit simplement qu'il y a un argument que peut-être, dans une circonstance, ça pourrait être caractérisé comme génocide, mais ils n'ont pas dit qu'il y a un génocide. Ça sera sur le fond, ça sera dans 3 ou 4 ans, mais ce qu'il faut mettre l'accent, c'est de prouver génocide devant la Cour internationale de justice. C'est dur, je le connais bien, j'étais conseil pour plusieurs États, j'étais conseil pour la Croatie. Si je reprends ma Bible, retour à Lemberg, Philippe Sands, ce qui se passe à Gaza peut être de manière évidente caractérisé comme un crime de guerre. Ça n'est pas un génocide en revanche. Crime de guerre, à mon avis, oui, c'est clair qu'il y a eu des crimes. Il y a eu des crimes le 7 octobre, il y a des crimes qui ont eu lieu après le 7 octobre au Gaza. Comment caractériser ce qui se passe aujourd'hui au Gaza? Il faut mettre l'accent là sur une perspective importante que les gens oublient. Quand on parle de génocide, on peut parler de 2 façons différentes. Pour la plus grande partie de la population, en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Israël, en Palestine, génocide, c'est quoi? C'est la tuerie en masse. C'est les choses atroces qui sont faites contre plein de gens. Mais génocide juridique, c'est différent. Pour prouver un génocide, il faut prouver l'intention de détruire une groupe partiellement ou totalement. Et la Cour internationale de justice, dans sa jurisprudence, a mis le barreau très haut pour prouver. Il faut, devant la Cour internationale de justice, établir que la seule conséquence raisonnable qui peut être prise par une action, c'est l'intention de détruire une groupe totalement ou partiellement. S'il y a une autre intention de se protéger contre les attaques, par exemple, de Hamas, ça va être très difficile de prouver le génocide. Alors, différence entre génocide en termes politiques et génocide en termes juridiques. Alors maintenant, si on se situe de l'autre côté, est-ce qu'il n'est pas évident pour vous que le Hamas a une intention génocidaire? Ça dépend vraiment à qui on parle. Ce qui s'est passé le 7 octobre, je pense que aussi c'est plausible et c'est capable de dire que c'était une action génocidaire. Mais de l'autre côté, il y en a qui disent que c'était une action défensive. Personnellement, j'ai du mal à justifier ce qui s'est passé le 7 octobre comme acte défensif. On voit les jeunes qui étaient dans un festival de musique, en train de danser, en train de chanter, en train de s'amuser, qui se font attaquer. C'est clair que c'est un crime. Mais quelle sorte de crime? Est-ce que c'est crime de guerre? Est-ce que c'est crime contre l'humanité? Est-ce que c'est génocide? Pour moi, personnellement, il n'y a pas une hiérarchie entre les crimes. Un crime international, que ce soit crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide, c'est un crime. Maintenant, on se connaît un peu, Philippe Sands. Je vais me permettre de vous poser une question
personnel. Vous êtes avocat de la Palestine, alors que tout le monde sait que vous êtes juif. Vous l'évoquez. Le fait justement que la Palestine vous ait choisi, j'aimerais savoir ce que ça fait sous forme de tempête sous votre crâne, puisque on évoquait votre pessimisme, enfin moi ce que je considérais comme étant votre pessimisme. Mon réalisme. Dans votre famille, il y avait des gens qui étaient pessimistes et ils ont survécu à New York ou à Tel Aviv. Et c'est cela aussi qui fait que aujourd'hui certains juifs sont pessimistes. Vous, quand vous défendez la Palestine, alors la Palestine n'est pas un pays composé évidemment uniquement d'antisémites, mais c'est un pays où il y a le Hamas qui, de manière évidente, est antisémite. Qu'est-ce que ça fait D'abord, je suis conseil pour l'autorité palestinienne. Je ne suis pas conseil pour le Hamas et je ne le serai pas. Pour moi, d'abord, il faut comprendre que dans le système anglais, quand on est avocat, barrister, celui qui porte la perruque, on agit pour toutes sortes de personnes. J'agis très souvent contre le Royaume-Uni, j'ai agi contre la France, je peux agir contre la Palestine ou contre l'Israël, ça dépend des circonstances. Je me suis posé la question d'agir dans cette affaire, ça aura quelles conséquences? J'ai parlé avec des amis de côté en Israël, où j'ai de la famille, je suis défendeur de l'État d'Israël d'exister en paix absolument à 100%, mais d'être conseil dans une affaire devant la Cour internationale de justice, c'est pas être anti-Israël ou antisémite ou pro-X ou Y, c'est simplement proposer l'idée de l'État de droit. Et pour moi, de argumenter qu'une occupation est illégale, c'est pas être anti-Israël, c'est pas être antisémite, c'est pas être pro-palestinien, c'est pas être anti-français, anti-anglais. Vous avez très bien compris. Pour moi, l'importance, c'est l'idée. J'étais dans une autre affaire il y a quelques années. Je suis conseil pour la Gambie contre le Myanmar dans l'affaire des Rohingyas. Et j'étais contre Aung San Suu Kyi. Il faut dire deux, trois mots. Les Rohingyas, c'est cette minorité persécutée au Myanmar, au Birmanie, qui n'a pas été protégée par Aung San Suu Kyi. Voilà. Aung San Suu Kyi était assis à côté de moi, comme on est, vous et moi, l'un à côté de l'autre. Et Aung San Suu Kyi dit plein de choses devant la Cour internationale de justice pour le Myanmar, pour défendre des atrocités que je n'aime pas du tout. Mais elle a dit une chose qui m'a fortement marqué. Elle a dit au juge: Monsieur le Président, Monsieur et Madame les juges, il faut comprendre une chose. De nos jours, le seul langage que nous avons en commun, c'est le langage du droit international. Et je m'accroche à cette idée. D'être devant la Cour, à plaider devant ces 15 juges telle ou telle position, c'est une façon de dire on enlève la guerre, on enlève la politique et on remplace nos arguments avec des arguments juridiques. Et ça, pour moi, personnellement, c'est une bonne chose. Oui, mais il y a une phrase en français, comme je n'ai pas toujours la chance d'être en face d'un grand avocat, Philippe Sand, vous savez, la phrase de Camus, la justice est ma mère. Si vous deviez choisir entre la justice et votre mère, qu'est-ce que vous choisiriez ? Ça dépend ce que dit ma mère. En anglais, l'expression que nous avons, c'est « your country, right or wrong ». On est toujours pour son pays. Ça, je n'accepte pas du tout ça. L'idée d'un pays, c'est artificiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un pays, c'est une entité qui peut être perçue comme abstraite. Votre mère, c'est une notion j'adore concrète. Ma mère, mais si ma mère prend une position, si ma mère devient génocidaire, est-ce que je suis pour ma mère ? Absolument pas. J'ai évoqué cette question dans Retour à Lemberg. Revenant, il y a un caractère qui s'appelle Niklas Frank. C'est le fils de Hans Frank, l'avocat personnel de Adolf Hitler entre 1928 et 1933. La première fois que je rencontre Niklas Frank n'a pas seulement été avocat. Il était le gouverneur général de la Pologne occupée. C'est lui qui a présidé. En 1946, il est condamné à la peine de mort pour l'extinction de 4 millions d'êtres humains. C'est imaginable. C'est l'un des plus grands criminels de guerre nazie. Absolument. Crime contre l'humanité, génocide. En 2011, je rencontre Niklas Frank, le fils de Hans Frank. Il me dit deux choses. La première chose qu'il me dit, c'est « Philippe Sands, tu dois comprendre,
je suis contre la peine de mort dans toute situation, sauf en ce qui concerne mon père. Et la deuxième chose qu'il fait, il met sa main dans sa costume, il enlève une photo que j'ai mis dans le livre, une photo noir et blanc, et c'est son père après que son père a été pendu, et il me dit, je regarde cette photo chaque matin parce que je veux être sûr que mon père est mort. Alors, il existe des êtres humains, comme Nicholas Frank, qui est aussi l'auteur d'un grand livre qui s'appelle Le Père, qui dit non, c'est pas mon père d'abord, c'est la justice d'abord. J'en profite pour dire que cette enquête que vous avez menée comme un thriller, La Filière, se trouve également en podcast disponible sur le site de France Culture en 10 épisodes réalisés par Sophie Aude Picon. Mais Philippe Sands, au-delà de ça, vous n'auriez peut-être pas défendu Hans Frank. Je vous pose la question, est-ce que vous auriez défendu... Pas... Il y a seulement 2 personnes jusqu'à là que je décidais à ne pas défendre. En 98, j'ai pas défendu Augusto Pinochet. Là, en fait, j'étais prêt à le faire, mais ma femme, qui est moitié d'origine espagnole, m'a dit que si je suis le conseil de Augusto Pinochet, c'est comme si j'étais le conseil de Francisco Franco, le dictateur espagnol, et ça sera le divorce. Alors, je ne l'ai pas fait. Oui, vous avez choisi j'ai dit non. votre femme plutôt que la justice. J'ai choisi ma femme plutôt que la justice. En 2002, il y a M. Saddam Hussein qui me demande, au moment avant où les Américains vont aller attaquer l'Irak, d'agir pour lui. J'ai dit non, c'est pas le moment d'agir pour M. Saddam Hussein, je le fais pas. Mais en principe, il faut avoir une ouverture d'esprit, être prêt à agir dans toutes circonstances. Et il y a une chose, pour être réaliste là-dessus, quand on est conseil pour l'autorité palestinienne, comme je le suis dans cette affaire devant la Cour internationale de justice, c'est basé sur l'idée de l'existence de l'État de l'Israël. C'est clair, ils le reconnaissent, l'autorité palestinienne. Ils ne cherchent pas à détruire l'État israélien. Par contre, le Hamas, apparemment, veut le détruire. Alors, dans la communauté palestinienne, il y a des perspectives différentes, comme dans toute communauté. Mais sans aller jusqu'à Pinochet, Saddam Hussein, qui ont été des dirigeants, je pense au livre d'Arendt dont on évoque beaucoup les commentaires Eichmann à Jérusalem. Est-ce que vous auriez été Servatius, qui a été l'avocat d'Eichmann? Est-ce que moi je l'aurais été? Non, je l'aurais pas pu être à cause de mes relations avec mon grand-père. Et c'est clair, d'abord, quand on est impliqué personnellement dans une histoire, c'est très dur d'accepter, d'agir. Une chose qui est remarquable, c'est que ces 2 hommes qui ont inventé les termes crime contre l'humanité et génocide ont tous les 2 plaidé devant le grand procès de Nuremberg. Ils ont commencé en 1945. Ils ont plaidé contre M. Hans Frank. Et au moment où le procès commence, comme je le décris dans le livre, ils ne savaient pas que Hans Frank avait tué la totalité de la famille. Pour moi, dans ces circonstances, c'est impossible d'imaginer qu'on participe comme avocat dans un procès où notre propre famille est impliquée. De nos jours, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de retourner à Lemberg depuis le début de la guerre, autrement dit à Lviv. Qu'est-ce que ça vous inspire? Justement, j'aimerais qu'on termine là-dessus, Philippe Sands. Sur une note positive, je suis ultra supporter de l'Ukraine. C'est absolument indispensable que la Russie ne gagne pas cette guerre, parce que les valeurs de la Russie ne sont pas des valeurs que moi je pourrais défendre. De défendre l'Ukraine, c'est vastement important, et c'est vastement important d'apporter notre soutien à une population à Lviv, à Kiev, qui se trouve dans une situation vraiment de grand danger en ce moment. Oui, mais moi j'aimerais revenir sur une note pessimiste, puisque vous savez que seuls les pessimistes ont survécu. Philippe Sands, il y a aujourd'hui cette justice internationale qui est impuissante face à Poutine et aux criminels de guerre russes. Jusqu'à ce moment-là, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Comme vous savez, j'ai travaillé avec ce grand juriste français, Robert Badinter, pour établir un tribunal spécial criminel au sujet de crimes d'agression. Et ça continue, et je pense qu'on est peut-être sur le point d'établir une sorte de 2e Nuremberg qui pourrait un jour, peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer,
juger les hommes comme Vladimir Poutine. On ne sait pas. Merci beaucoup Philippe Sands. On retrouve donc ce merveilleux roman graphique Retour à Lemberg aux éditions Delcourt avec Jean-Christophe Camus, Christophe Picot et puis vos différents livres, La filière, Retour à Lemberg qui est également en poche et ce podcast qui est donc disponible sur le site de France Culture.